Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir de revenir presque chaque année maintenant au Maroc et de vous présenter ce que nous effectuons dans le laboratoire de Jean-Laurent Casanova et éventuellement de mettre ça dans un contexte un peu plus général. I'm sorry, I will speak in French, but the slides are in English, so feel free to ask any questions. Donc, les infections virales, tout d'abord, je commence par les remerciements. Donc, bien sûr, tous les médecins, vous, mais les médecins en général, puisque sans vous, nous ne pourrions pas, nous, essayer de... Enfin, c'est vous qui voyez les patients, nous, on essaie de comprendre pourquoi ils développent les maladies qu'ils développent, mais cela dit, c'est ces interactions et le fait que nous travaillons ensemble qui permet on espère un jour pouvoir tous les traiter. Et bien sûr, le laboratoire, je remercie aussi quand même Jean-Laurent Casanova de me supporter tous les jours. Alors, donc, dans les infections virales sévères qui sont principalement retrouvées dans les patients qui souffrent de déficit immunitaire, nous avons bien sûr les infections cutanées qui peuvent être liées à différents virus, les herpès, les papillomavirus et le molluscum principalement. Il y a aussi bien sûr les atteintes pulmonaires, puisque la peau, les poumons sont quand même en contact permanent, si je peux me permettre de le dire ainsi, avec l'extérieur. Donc là aussi, dans les poumons, on va retrouver bien sûr le flux, l'herpès virus, les rhinovirus. Je vous ai cité ceux soit qu'on retrouve le plus fréquemment, soit pour lesquels il y a déjà des gènes identifiés qui peuvent justifier les prédispositions infectieuses. Il y a aussi bien sûr les attaques neurologiques, où là, il y a beaucoup les herpès virus, l'herpès 1 avec les encéphalites, le BV avec les méningites, et aussi le foie avec soit les herpès virus encore, soit les hépatites virus qui peuvent donner des hépatites fulminantes. Je me suis aussi un petit peu focalisée sur les virus et les atteintes cliniques sur lesquelles nous travaillons, nous, au sein du laboratoire. Donc, juste pour les herpès virus, j'ai essayé de vous faire deux, trois petits tableaux un petit peu résumés. Donc, c'est un résumé, donc par définition, c'est un petit peu, c'est pas parfaitement exact. Mais comme vous pouvez le voir, au niveau des virus de l'herpès 1, tous les défauts, tous les déficits immunitaires qui sont associés avec des atteintes de la peau, où les patients font aussi des kératites, que ce soit récurrents et ou disséminés, présentent en général des déficits immunitaires qui affectent la réponse immunitaire cellulaire ou plus généralement les lymphocytes T. Au niveau de l'encéphalite herpétique ou HSE, comme vous le savez, c'est plutôt des défauts dans la réponse immunitaire innée avec des défauts dans la voie TLR3 et la production des interférons de type 1. Pour les hépatites fulminantes liées à herpès 1, à l'heure actuelle, il n'y a pas de gène identifié. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les patients pour lesquels des défauts qui présentent une susceptibilité à herpès 1 autre que hépatique donc sont infectés par le HSV1, mais ne font pas d'hépatite. Donc on peut supposer que ça va être un mécanisme spécifique, enfin des défauts qui vont toucher spécifiquement l'immunité du foie, puisque sinon les patients qui font une encéphalite ou des atteintes cutanées devraient aussi faire une atteinte hépatique. Pour le zona, enfin le varicella zona, là aussi, pas mal de déficits immunitaires ont déjà été identifiés associés avec une sensibilité qui touche principalement la peau ou les poumons, et quelques défauts plus spécifiques ont été associés avec des varicelles hémorragiques, notamment les défauts en stade 5B ou en DOC2. Des patients, il y en a beaucoup moins, c'est très rare. C'est des patients tous les patients DOC2 n'ont pas fait de VZV hémorragique, mais en tout cas, ils n'ont pas fait d'atteinte pulmonaire ou cutanée particulièrement. Et enfin, plus récemment, des déficits dans la polymérase 3 ont été associés avec des atteintes neurologiques. Le CMV, alors c'est sans doute un des herpès virus que l'on rencontre le plus chez les patients atteints de déficit immunitaire, quelle que soit la nature. Et alors là, c'est vraiment aussi très lié au défaut des lymphocytes T, avec pour quelques cas des atteintes plus spécifiques des NK, notamment chez les patients MCM4. Le BV, on en a aussi déjà parlé hier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, c'est principalement les déficits immunitaires qui touchent les lymphocytes T, CD8 et les NK, donc vraiment les lymphocytes T à activité cytotoxique, avec une absence de destruction des cellules infectées. Et enfin, le HHV8, qui donne donc le sarcome de Kaposi. C'est une maladie qu'on retrouve très rarement chez les enfants, mais cela dit, ça arrive, qui ne sont HIV négatifs. C'est une maladie connue, puisque très fréquemment retrouvée au contraire chez les patients HIV positifs. Cela dit, il y a 4 étiologies génétiques qui ont été identifiées, 2 associées avec des syndromes plus généraux, comme par exemple l'interféron gamma R1 chez un patient qui avait et un MSMD
et un sarcome de Kaposi, MSMD, pardon, infection aux mycobactéries. Il y avait aussi un Wiskott-Aldrich et plus récemment un patient muté dans le gène STIM1 qui est décédé très jeune, donc qui n'avait pas développé le phénotype classique retrouvé chez les patients STIM1. Et là aussi, plus récemment encore, un patient muté dans le gène OX40 et qui là n'a fait qu'un sarcome de Kaposi isolé. Au niveau des papillomavirus, avant de vous donner les défauts, les déficits immunitaires associés aux HPV, je me permets de vous rappeler, je crois que c'était l'année dernière que j'avais fait aussi toute une présentation sur le nouveau défaut qu'on avait identifié associé aux HPV. Je me rappelle vraiment de vous rappeler que les papillomavirus, en fonction de leur sous-famille, vont donner des formes de verrues ou d'atteintes vraiment très spécifiques et qu'il est vraiment important pour faire un diagnostic de regarder vraiment la morphologie des verrues, l'histologie et, quand c'est possible, de faire le génotypage de l'HPV, parce que ça aide vraiment. Vous allez le voir derrière, ça peut vraiment aider aussi pour nous, nous, mais aussi le patient, bien sûr, pour l'identification du déficit immunitaire associé à cette infection. Alors, comme vous allez le voir ici, donc les patients qui développent des verrues communes, dites vulgaires, ou des verrues planes liées aux alpha, gamma ou mu, et principalement aux alpha et gamma, pardon. Donc c'est souvent syndromique, c'est très rarement isolé. Et là aussi, ça touche principalement les défauts qui touchent la fonction des lymphocytes, le nombre ou la fonction des lymphocytes T. On constate vraiment que quelle que soit la nature du microbe, que ce soit les champignons avec la CMC, que ce soit les bactéries avec ce qu'a montré tout à l'heure Bertrand, ou que ce soit les virus, clairement, la réponse immunitaire de la peau, les lymphocytes T sont vraiment essentiels dans la réponse immunitaire de la peau, même si ce n'est pas toujours les mêmes sous-ensembles des lymphocytes T. On voit que c'est quand même un des phénotypes les plus fréquemment retrouvés chez les patients atteints de déficit immunitaire. L'épidermodysplasie viruciforme, alors là, au contraire, on était dans une manifestation extrêmement commune avec les verrues vulgaires. Là, on passe dans une maladie extrêmement rare, hein, puisque c'est environ un cas sur 500 000, voire 1 million d'individus. C'est lié au bêta-HPV. C'est souvent isolé. En tout cas, initialement, c'était toujours des cas isolés qui étaient rapportés. Et depuis maintenant, on va dire une petite dizaine d'années, il y a quand même des descriptions cliniques et maintenant aussi des défauts génétiques qui sont plutôt associés à de levées syndromiques, c'est-à-dire associés à d'autres manifestations, notamment infectieuses. Et on constate que toutes les formes syndromiques sont associées aussi à des lymphocytes, à des défauts des lymphocytes T de différentes catégories. Et en revanche, toutes les formes isolées sont associés à des défauts qui touchent vraiment le kératinocyte, et le kératinocyte est la cellule cible des papillomavirus. Donc c'est vraiment la cellule qui est infectée par le virus. Elle est incapable soit d'envoyer les bons signaux lymphocytes, soit de contrôler la réplication du virus. Là, on est encore à essayer de comprendre, mais en tout cas, c'est vraiment c'est un défaut du kératinocyte qui conduit à une mauvaise mise en place ou à une mise en place d'une mauvaise réponse immunitaire qui va conduire à l'apparition des lésions cutanées. Plus récemment, nous avons identifié le premier gène associé au phénotype de Treeman. Donc, vous savez, vous avez dû voir ça, je pense, sur Internet. C'est quelques individus, on a l'impression vraiment qu'ils ont de l'écorce qui apparaît sur leurs mains, leurs pieds, etc. Et ce n'est pas encore publié, mais au sein du laboratoire, Vivien Béziat a identifié le défaut en CD28, ce qui n'est pas du tout ce qu'on pouvait imaginer. CD28, c'est quand même la molécule de co-stimulation des lymphocytes avec le TCR. On aurait pu s'attendre à un phénotype beaucoup plus large. Et pourtant, c'est une famille multiplexe, donc je ne vais pas vous montrer plus de détails, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment des choses aussi à trouver et qui touchent visiblement plus les lymphocytes chez ces patients. Et je vais vous faire juste une autre petite diapositive sur les formes lymphagées. Donc ces formes de papillomatose récurrentes respiratoires, c'est une maladie vraiment rare là également, extrêmement difficile pour les patients puisque certains patients ont besoin d'avoir une chirurgie plus que tous les 3 mois. C'est-à-dire que certains vont même tous les mois vont aller en chirurgie pour se faire éliminer les papillomatoses. Donc c'est vraiment extrêmement difficile, handicapant. Ça peut conduire à des trachéotomies. Donc ça peut être isolé ou syndromique. Il n'y a à l'heure actuelle aucun défaut génétique associé aux formes isolées.
Cependant, il y a maintenant 2 familles qui ont été associées dans des formes syndromiques, où donc les patients présentaient non seulement une papillomatose laryngée, mais également des verrues au niveau cutané, et vous voyez des atteintes cutanées plutôt de type inflammatoire. Et dans ces 2 familles, il a été trouvé des mutations qui sont gains de fonction dans le gène LNLRP1, qui donc conduit à une augmentation de l'activation de l'inflammasome. Et en revanche, tous les patients mutés avec des mutations gains de fonction d'un LRP1 ne développent pas des papillomatoses laryngées. Donc là, on vient sur aussi ce phénomène de pénétrance incomplète, qui peut être lié à l'âge de l'infection du patient avec le HPV 6 ou 11, qui peut être lié à des facteurs génétiques ou non. Mais en tout cas, voilà, 2 familles, 3 patients, ça veut dire qu'il y a aussi des choses à chercher de ce côté-là. Il faut ensuite comprendre pourquoi trop d'inflammation conduit à cette susceptibilité très spécifique et très localisée. Mais ça, on espère qu'en identifiant un second gène, on pourra petit à petit comprendre la physiopathologie de cette maladie. Je vais vous parler maintenant de 2 résultats assez récents que nous, en collaboration avec d'autres laboratoires, avons trouvés. Tout d'abord, vous connaissez bien les infections, le fameux MSMD qui avait été commencé par la susceptibilité au vaccin BCG. Et nous nous sommes aussi intéressés aux conséquences négatives d'une vaccination par des vaccins vivants contre les virus. On en a déjà parlé hier avec le poliovirus, où il a été observé que des patients avec bien sûr les SCID ou patients avec des déficits en molécules de classe 2 sont assez sensibles au poliovirus. Plus récemment, il y a eu des cas décrits dans la littérature avec des adverse effects, des effets secondaires, merci, après la vaccination donc par le MMR. Il y avait bien sûr les patients avec des SCID ou des KID, en tout cas aussi qui touchaient plutôt les lymphocytes T. Plus récemment, il a été décrit des patients avec des effets secondaires suite à la vaccination par le MMR, alors qu'ils présentent des défauts autosomal récessifs, soit en stade 1, stade 2, IRF7 ou IRF9. La nature de ces effets secondaires est assez variable. Ça peut être d'une atteinte cutanée, un rash, mais qui, on va dire, est relativement rapidement contrôlé, même s'il est quand même un peu conséquent, ou à des formes beaucoup plus sévères, puisque certains patients décèdent suite à la vaccination. Donc chez ces patients, c'était toujours associé à d'autres manifestations cliniques. Plus récemment, il y avait des patients qui avaient été décrits avec une mutation dans l'interféron alpha récepteur 2. Donc vous voyez que quand même toutes ces formes qui touchent l'immunité innée touchent la réponse ou la production des interférons de type 1, ce qui peut faire sens puisqu'on considère que les interférons de type 1 sont des molécules essentielles dans la réponse antivirale. Et donc plus récemment, nous avons identifié chez 2 familles, et c'est là où c'est intéressant, dans une première famille d'origine iranienne de parents consanguins, et donc avec une sœur qui était décédée suite à la vaccination par le MMR, et un frère aîné qui avait développé une atteinte disséminée et généralisée par le MMR, mais qui a ensuite bien récupéré. Et dans une deuxième famille où la patiente a été vaccinée par le MMR sans aucun effet secondaire, mais qui, en revanche, suite à la vaccination par le vaccin vivant contre la fièvre jaune, a aussi développé là une atteinte viscérotropique. Et après les traitements, elle a guéri et elle va bien aujourd'hui. Donc chez ces 2 patients, dans ces 2 familles, par exome sequencing, nous avons identifié des mutations homozygotes pour la famille iranienne et campante hétérozygote composite pour la famille brésilienne. Je ne vous avais pas précisé que la seconde famille était brésilienne. Et nous avons montré que chez ces patients, nous n'étions pas capables de détecter la protéine IFNAR1, que quand on stimule les cellules des patients par de l'interféron alpha, on est incapable de détecter la phosphorylation de stade 1, alors que les patients répondent très bien à l'interféron gamma, qui phosphoryle aussi stade 1 pour la transduction du signal. Et quand nous avons regardé une réponse un peu plus tardive aux interférons, vous constatez chez P1 et P2 que quand on stimule les cellules avec de l'interféron alpha ou bêta qui utilisent le même récepteur, il n'y a aucune induction d'un gène induit de MX1 qui est un gène induit par les interférons de type 1. Quand en revanche, on complémente les cellules des patients, donc on ramène la forme sauvage du gène interféron alpha récepteur 1 chez ces patients, comme vous pouvez le voir ici,
il y a bien une bonne réponse. Donc le défaut de réponse aux interférons de type 1 chez ces patients est bien lié aux mutations dans le gène de l'interféron alpha récepteur 1. Donc voilà, et on avait montré également qu'il y avait un défaut de contrôle chez ces patients qu'on ne peut pas, qu'il y a donc ici quand on infecte les cellules des patients avec du VZV ou avec un virus de la fièvre, le virus de la fièvre jaune, vous voyez qu'il n'y a pas de contrôle particulier de l'infection entre les cellules d'un individu sain et différents déficits immunitaires qui touchent la réponse ou la production des interférons type 1. Et chez les patients P1, P2, donc, qui sont mutés dans IFNAR1, quand on pré-traite avec de l'interféron alpha, on ne complémente pas le défaut, contrairement, on ne contrôle pas mieux la réplication virale, contrairement aux cellules contrôle ou aux déficits immunitaires qui touchent la production et non pas la réponse aux interférons de type 1, ce qui validait bien la corrélation génotype et phénotype biologique. Donc c'est quand même la première fois qu'on a un défaut complet dans la chaîne de l'interféron alpha, donc de la chaîne 1 du récepteur des interférons alpha. C'est surtout la première génétique étiologie associée à des effets secondaires suite à la vaccination par le vaccin de la fièvre jaune. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a donc une pénétrance incomplète dans le contrôle de la vaccination par le MMR. Et comme la vaccination contre la fièvre jaune n'est absolument pas une obligation, puisque ça dépend plus des pays dans lesquels on peut se déplacer qu'on est vacciné, on ne peut pas savoir si ça va être si ça va être systématique ou pas pour ces individus. Ce qui est surtout très intéressant, c'est de constater que finalement les interférons de type 1, qui avaient toujours été considérés comme la molécule antivirale, on constate que ces patients, certes, font un épisode infectieux viral extrêmement sévère, mais cela dit, globalement, ils vont pas si mal. Ils ont une quinzaine ou une vingtaine d'années et ils ont fait un épisode grave qui n'est pas lié au même virus, qui n'a pas été fait au même âge, et par ailleurs, ils vont plutôt bien. Donc, il y a vraiment une redondance dans la réponse antivirale. Les interférons de type 1 sont importants, c'est indéniable, mais il y a d'autres systèmes, la réponse adaptative, la réponse anticorps, qui peut éventuellement, ça ou autre chose, qui peut sans doute compenser les défauts de réponse et de production de ces molécules. Et donc, pour essayer de remettre ça dans un contexte plus général, comme vous le savez, et comme on l'a dit en introduction, et déjà hier, ça avait été aussi mentionné par Leïla et d'autres, de plus en plus, on constate que la réponse immunitaire n'est pas le fait que des cellules professionnelles de l'immunité, donc pas que des cellules sanguines. Nous et d'autres l'avons déjà démontré pour l'encéphalite herpétique, avec donc des mutations qui touchent la voie de TLR3, et il a été montré que c'était un défaut des neurones et des oligodendrocytes au niveau cérébral qui expliquait l'absence de contrôle de la réplication du HSV1 au niveau cérébral chez ces patients. Il a été aussi montré que les défauts en IRF7 qui sont associés avec une grippe extrêmement sévère, il y avait certes un défaut de la part des cellules dendritiques, donc là on reste dans les cellules sanguines et professionnelles de l'immunité, mais également qu'il y avait un défaut dans des cellules épithéliales pulmonaires et que donc c'était sans doute la combinaison de ces deux défauts au niveau cellulaire qui expliquait le développement des infections sévères chez les deux enfants. Et enfin, l'hépatite virale fulminante, je vous ai déjà mis le nom du gène sur cette diapositive, j'aurais dû l'enlever, pardon. Mais donc c'est une maladie auquel nous nous intéressons depuis maintenant quelques années. C'est une maladie aussi très rare qui peut être liée aux hépatites A, B ou aux herpès virus. Et donc l'hypothèse que nous avons testée, comme à chaque fois, c'était que ça pouvait être lié à des défauts génétiques qui touchaient la réponse immunitaire. Et récemment, dans une famille consanguine d'origine algérienne, nous avons identifié une délétion homozygote dans le gène de l'IL-18BP. L'IL-18BP est un antagoniste de l'IL-18 et l'IL-18 c'est une molécule qui va induire la production de l'interféron gamma et va plutôt avoir une activité d'induction de l'inflammation. Cette délétion touche la fin d'un intron et le début de l'exon 5 et ça conduit à une expression d'une protéine soit tronquée, soit l'absence de protéine. La patiente était décédée, nous n'avions donc pas de matériel autre que de l'ADN, mais nous avons montré que les différentes isoformes qui peuvent être liées à cette délétion, c'est-à-dire est-ce qu'on perd complètement l'exon 5, est-ce qu'il y a un splice qui se fait qui est albérant, mais qui peut conduire à une expression de la protéine. Nous avons construit les différents mutants que vous voyez ici, M1, M2, M3, et nous avons surexprimé, et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, cette protéine IL-18BP tronquée est incapable de jouer son rôle d'antagoniste de l'activité IL-18, notamment en inhibant pas la production d'interférons gamma par des cellules NK après stimulation par l'IL-12 et l'IL-18.
Il y avait plusieurs mutants homozygotes qui sont rapportés dans les bases de données. Nous les avons tous testés et comme vous pouvez le voir, ils sont tous fonctionnels puisqu'ils n'inhibent pas l'activité de l'IL-18 dans l'induction de l'interféron gamma. Donc l'hypothèse de la physiopathologie dans cette maladie est que donc, en fait, vous savez qu'au cours d'une hépatite fulminante, donc le foie est détruit en l'espace de quelques semaines, comme si donc la régénération du foie allait moins vite que la destruction qui se mettait en place. Donc ça a toujours fait penser tous les médecins ou les scientifiques qui s'étaient intéressés à la question pensaient qu'effectivement c'était trop de réponse immunitaire qui expliquait cette nécrose extrêmement rapide du foie. Et donc, en tout cas, avec l'identification de l'IL-18BP, ça va plutôt dans ce sens-là, où donc on n'inhibe pas la production d'IL-18 qui va activer la production d'interféron gamma, qui lui-même va activer les macrophages, et ça va donc faire une boucle rétropositive de production d'interféron gamma à l'IL-18 qui vont se parler. Et comme l'IL-18 active aussi les lymphocytes comme l'interféron gamma, il y a donc une destruction massive des hépatocytes par sans doute les natural killers et les lymphocytes T, CD8. Et je suis trop longue, pardon. S'il y a juste quelques messages à prendre de tout ça, c'est que dès qu'on voit une présentation clinique inhabituelle, que ce soit une maladie où le pronostic vital des patients est mis en jeu, ou que ce soit une infection isolée, mais isolée dans le sens où il n'y a qu'un microbe qui est fréquemment retrouvé chez les patients, que ce soit disséminé ou une grande récurrence, ou bien évidemment une infection, mais plus syndromique, avec soit associée à des manifestations infectieuses ou pas nécessairement, ça peut être à des retards de croissance comme l'a montré Laïla ou à d'autres mécanismes, il faut penser à des déficits immunitaires et que c'est sans doute à d'origine génétique. Comme on l'a aussi, j'espère que je vous l'ai un peu convaincu, avoir un immunophénotypage chez ces patients, un immunophénotypage normal chez ces patients ne veut pas forcément dire que ce n'est pas un déficit immunitaire. Et il faudra donc creuser un peu plus loin et voir quelle peut être l'immunité innée ou la réponse intrinsèque au tissu qui est déficient chez ces patients. Ici, vous avez juste un résumé de toutes les pathologies auxquelles on s'intéresse. Globalement, ça touche à peu près tous les tissus et tous les types de microbes. Et vous avez ici les emails des différents seniors du laboratoire qui s'intéressent à ça. Et enfin, pourquoi est-ce que c'est vraiment important? Et notamment le cas des herpès, je trouve, est vraiment intéressant de montrer que même si on est sensible au niveau d'un tissu à un microbe donné, l'herpès 1 peut donner des formes sévères au niveau cérébral, cutané et hépatique. Et pourtant, les patients n'ont qu'une présentation exclusive de l'une ou l'autre de ces formes cliniques. Il y a donc bien une réponse immunitaire spécifique au microbe, mais aussi au tissu qui peut être infecté par ce microbe. Et je vous remercie pour votre attention.